8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Christian Estrosi. Bonjour. Bonjour. Maire de Nice, vice-président du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. On va parler dans un instant avec vous carburant, pouvoir d'achat, écologie. D'abord, un mot sur l'annonce du jour. Ce sera à 16h30 tout à l'heure à suivre en direct sur LCI. Une conférence de presse de la Première ministre, du ministre de l'Éducation notamment. La présentation du plan pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement à cette occasion ? J'attends naturellement qu'on nous donne aussi des moyens, que nous soyons dans un partenariat. Nous le sommes sur beaucoup de sujets, dans la lutte contre le trafic de drogue, par exemple, dans le... Donc vous dites même logique, c'est l'État, les collectivités qui ensemble peuvent agir. Vous savez, je gère 149 écoles. Quand je dis je ne gère pas en tant que l'éducation nationale, mais j'ai la gestion de 149 écoles. Je fais un plan vert, par exemple. Mais malgré tout, j'ai des partenariats extrêmement forts avec l'éducation nationale, où depuis des années, j'ai fait un carnet citoyen. Qui consiste en quoi ? Dès le CP, nous le remettons à chaque élève. C'est à peu près 28 000 élèves dans ma ville qui en disposent. Et en partenariat avec les enseignants, il y a des questions d'instruction civique. Qu'est-ce que la République ? Quels que sont les grands sujets dans les échelons de la démocratie, pourquoi nous sommes une communauté de destin, pourquoi chaque petit Français, quelle que soit son origine, sa culture, sa religion, doit être regardé à égalité, pourquoi le handicap ne doit pas être un élément d'exclusion de l'école, mais au contraire un élément d'inclusion. Et cette année, je me réjouis de voir Gabriel Attal placer un peu la laïcité. Il avait porté l'interdiction de la baïa il y a quelques semaines. Moi, je rappelle que nous avons eu, nous les maires, des sujets compliqués. Quand des enseignants, des parents d'élèves vous disent que dans tel ou tel cours d'école, il y a des prières spontanées qui se sont organisées en fin d'année scolaire l'année dernière. Vous l'avez eu à Nice ? Je l'ai eu dans 3 ou 4 écoles. C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Vous êtes de ceux qui considèrent que Gabriel Attal fait une bonne rentrée, voire que c'est le meilleur ministre du gouvernement, comme on l'entend parfois dans les rangs de la majorité ? Je n'ai pas distribué les bons et les mauvais points, mais je salue vraiment la rentrée de Gabriel Attal, qui a le courage de dire des vérités que d'autres n'ont pas dites avant lui. Jean-Michel Blanquer avait fait des choses extrêmement fortes déjà, notamment sur les niveaux de classe, sur les dédoublements des CP, CE1, CM2 dans les quartiers les plus fragiles, que nous avions accompagnés. Mais prenons le thème de la laïcité, où j'avais décidé, avant même la désignation de Gabriel Attal, de distribuer... là où depuis 5-6 ans on distribuait ce carnet citoyen, de passer à un stade supérieur, le carnet de la laïcité. Donc vous avez le sentiment d'être entendu. De la laïcité. Quand je vois le ministre dire pas d'abaya à l'école, naturellement c'est la stratégie que je mets en œuvre avec ce livret sur la laïcité. Je l'ai d'ailleurs convié à la rentrée des vacances d'octobre, à venir à Nice pour que nous fassions ensemble la distribution de ce livret de la laïcité, pour lequel j'avais obtenu la validation du rectorat de l'Académie. C'est une initiative municipale qui démontre bien que quand on partage une vision, le gouvernement, le ministre, en l'occurrence Gabriel Attal, dont je salue les initiatives, et la municipalité peuvent parfaitement être partenaires pour préparer une nouvelle génération et donc avoir de meilleurs résultats qui demain ensemble. Se sentiront beaucoup plus citoyens et engagés. Je voudrais en venir à présent à la question du carburant et du pouvoir d'achat. Hier, la Première ministre a annoncé 120 000 opérations de vente de carburant à prix coûtant dans 4 000 stations. Après, ça dépend des distributeurs. Leclerc, Carrefour, ce sera tous les jours dès vendredi. Casino Intermarché 2 week-ends par mois. Système UE Auchan 1 par mois. Restent les indépendants. Eux, ils disent encore ce matin, nous, on voudrait des baisses des taxes pour que quand les consommateurs viennent chez nous faire le plein, ça coûte moins cher. Est-ce que vous êtes favorable à une baisse des taxes par le gouvernement ? Mais baisser les taxes, c'est augmenter les impôts des Français d'une autre manière, puisque de toute façon, on sait que ces taxes sont essentielles à l'équilibre du budget.
Donc, je pense que les distributeurs aujourd'hui touchent suffisamment de marge, et je salue les initiatives du groupe Carrefour et du groupe Leclerc qui répondent au Sur les gouvernement. plus Oui, on est Vous dans ne un partagez moment... pas l'idée, Xavier Bertrand, hier à votre place, président de la région de France, disait l'État gagne de l'argent grâce à l'inflation parce que ses rentrées fiscales augmentent et il y a d'une certaine manière de l'argent à rendre aux Français. Vous ne partagez pas cette idée? Mais je vois en même temps que tout le monde est en difficulté, les Français, naturellement, il y a bien des domaines dans lesquels je souhaiterais que on soit beaucoup plus vertueux. Aujourd'hui, il y a des gens qui se privent d'un repas sur deux à cause de l'inflation qui a atteint des pics énormes. Je coûte dans les supermarchés, quand on remplit le caddie avec la même somme il y a 2 ans de cela, on le remplit au minimum. Mais là, vous considérez que c'est à de moins. l'État d'agir ou que c'est par exemple aux distributeurs, aux industriels, encore une fois, de prendre sur leur marge? C'est à l'État de dire très clairement, alors qu'il y a eu de l'inflation pour tout le monde, y compris pour nous les collectivités. Vous savez, quand on augmente un marché public de 20% et que je n'augmente pas la fiscalité pour autant, et ça veut dire qu'il faut trouver des marges. Et il faut faire des économies de fonctionnement, pas renouveler un agent sur 2 qui part à la retraite, diminuer les parcs automobiles et avoir moins de fluide à consommer. Mais vous comprenez que certaines municipalités aient drastiquement augmenté la taxe foncière. Emmanuel Macron, dimanche soir, disait c'est la responsabilité des communes quand la taxe foncière augmente. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même une augmentation pour tout le monde de 7%. Merci de le préciser. Hein, vous augmentez la taxe d'ordures ménagères, je crois, à Nice. Nous l'augmentons moins que ce qu'elle était, et c'est une des plus faibles de France, puisqu'elle est à entre 9 et 10%. Mais vous dites, si on le fait, c'est qu'on en a besoin. Mais vous savez, il y a une loi qui dit qu'on doit faire payer au prix coûtant. Donc c'est un service qu'on fait payer. Je précise pour ceux qui nous écoutent, qu'ils habitent peut-être pour certains d'entre eux dans des communes où on les ramasse 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Quelquefois, on les ramasse pas. Ils sont obligés de les apporter dans un local de la commune. Chez nous, on les ramasse 6 jours sur 7. D'accord ? Et nous sommes dans le département des Alpes-Maritimes, l'intercommunalité où elle est le moins cher, avec le plus de services pour 52 communes de la métropole. Donc il n'y a pas de laxisme budgétaire de certaines communes qui, pour pas faire d'économies, préfèrent augmenter leurs impôts locaux. Nous n'avons pas augmenté la taxe foncière, on l'a même baissé pendant 2 années consécutives, il y a maintenant 4 ans de cela. Ce qui a été augmenté, ce sont les bases qui ont été augmentées par l'État à 7,1 dans toutes les communes de France. Donc c'est pas les maires, je suis là pour défendre les maires, et même si j'ai beaucoup de respect pour le président de la République, qu'il ne fasse pas porter cette responsabilité sur le dos des maires, en sachant qu'en même temps, les maires ont à attendre qu'ils soient accompagnés sur la transition écologique. Quand on fait des efforts pour construire de nouvelles lignes de tramway, je demande par exemple là où en Île-de-France, le versement mobilité, c'est-à-dire ce que les entreprises doivent apporter de contribution pour faire en sorte que le coût des transports soit le moins cher possible pour les usagers. Pourquoi en Île-de-France, c'est à 2,9 et que c'est plafonné en province à 2, ce qui n'a Quelle réponse vous y apportez? Plus cher. Pourquoi il y a cette différence? Mais justement, je demande à ce qu'il y ait une harmonisation. Il n'y a pas de raison qu'on favorise une collectivité en Île-de-France par rapport aux collectivités de tout le reste de la France. J'ai vu hier qu'on était en train de tripler la taxe de séjour en Île-de-France pour le tourisme et pour l'hôtellerie, mais pas dans le reste de la France, pour aider justement à construire de nouvelles lignes de transport. Vous ne croyez pas à la différenciation régionale? Votre collègue de la région Moi, Île-de-France... je veux la différenciation régionale. Oui, mais Valérie Pécresse, par exemple, il y a quelques jours, plaidait en disant, en Île-de-France, par exemple, ayons des règles différentes, ayons un SMIC différent, plus cher, mieux payé. Vous verriez ça comme une mauvaise manière si les salaires bougeaient en Île-de-France et pas chez vous, par exemple? Mais non, mais par exemple, je vais vous prendre un sujet qui est majeur, c'est le coût de l'électricité. Bon, les Français ne peuvent plus comprendre aujourd'hui qu'alors que nous sommes le pays en Europe qui produit l'énergie la moins chère, EDF la produit pour le nucléaire à 5 centimes le kilowattheure, à 3 centimes pour l'hydraulique. Elle la revend à 22 centimes, en tout cas en passant par le distributeur, 5 centimes, 22 centimes aux consommateurs.
Comment voulez-vous qu'on comprenne que nous produisions l'énergie la moins chère d'Europe et qu'on la paye aussi Alors, vous avez cher? entendu le président dimanche soir, il dit on va reprendre le contrôle du prix de l'électricité. Puisque vous parlez de différenciation, lorsque moi j'investis des millions d'euros sur des réseaux de géothermie, c'est-à-dire que dans la nappe phréatique du fleuve, on va prendre de l'eau qui est à 15 degrés toute l'année pour en faire du chaud l'hiver et du froid l'été, et que on la produit donc encore moitié moins cher que qu'EDF ne la produit. On est à 3 centimes. Et on la refacture, pourtant pas nous, mais l'État, ou le distributeur en tout cas, au même prix que ce qui est produit par le nucléaire ou l'hydraulique en général par EDF. C'est-à-dire 22 centimes. Parce qu'on dit il faut que tout le monde paye la même chose. Pourquoi moi, je fais cet effort en ma collectivité de faire des réseaux de chaud et de froid, des unités de valorisation du traitement des déchets, avec l'utilisation de la nappe phréatique d'un fleuve, avec l'utilisation de la mer, d'une station de traitement des eaux usées, pour que nous puissions produire de l'énergie moins chère, on ne me permet Vous pas avez le sentiment qu'on ne valorise pas l'initiative à aujourd'hui mes consommateurs moins cher qu'elle n'est facturée ailleurs. Qu'est-ce que vous dit le gouvernement Voilà, cette différenciation, je la demande et je la souhaite. Et qu'est-ce que vous dit le gouvernement à ce sujet? J'imagine que vous en avez parlé avec eux. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires est un membre de votre parti. Je remercie la Première ministre Elisabeth Borne, avec laquelle nous avons engagé des discussions sur le versement mobilité, sur effectivement le fait que nous puissions avoir des expérimentations. Il y a une loi qui s'appelle la loi 3D, c'est le gouvernement qui l'a voulu, et qui permette que quand des collectivités demandent à pouvoir bénéficier, parce qu'ils sont en mesure de le faire et ils sont structurés pour cela, de faire des expérimentations pour montrer qu'on peut mieux faire à l'échelon local qu'à l'échelon national. Le gouvernement aurait tout à y gagner. Tout à y gagner. Sur la manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses, Christian Estrosi, on parle là de la transition écologique. Il y a plusieurs idées qui ont été mises sur la table. Là, dans le projet de budget, d'après nos informations, il y aura bien une taxation des surprofits, des autoroutes, des aéroports. C'est une manière de gagner de l'argent. Il y a des députés communistes et modernes. Je vous fais la petite liste, comme ça vous me direz ce que vous retenez. Désolé, il n'y a pas de surprofit des aéroports. Hein. Ah, vous avez un aéroport à Nice, vous ne souhaitez pas qu'il soit surtaxé? Non, je ne souhaite pas qu'il soit surtaxé, parce que vouloir le surtaxer, alors qu'il y a eu 3 années de Covid avec les avions qui sont restés au sol, aujourd'hui, ça veut dire que si on le surtaxe, on est obligé de répercuter ça sur le prix des compagnies aériennes, qui ont trouvé moins d'attractivité à venir dans nos aéroports, alors que nous sommes reliés directement à des lignes internationales avec New York, avec Atlanta, avec Philadelphie, avec Montréal, etc., qui naturellement contribuent à la croissance économique. Donc c'est un avertissement au gouvernement que vous lancez là. Au tourisme, etc., et que surtaxer aujourd'hui l'aéroport, c'est naturellement mettre en difficulté une économie locale. C'est l'exemple. Tous les territoires de France n'ont pas à supporter pour les autres, parce que supporter un aéroport sur son territoire, c'est pas forcément extraordinaire, mais en tout cas, moi je le supporte pour tous ceux qui, sur l'aire environnante, sont contents que Nice. Donc ce serait une erreur. Un aéroport. En même temps, ça contribue à notre croissance économique. On est une terre et de tourisme et d'investissement industriel extrêmement réputé, et d'organisation événementielle de très haut niveau, comme la prochaine arrivée du Tour de France, comme le sommet des Nations Unies de l'océan et de sa biodiversité en 2025, comme la Coupe du Monde de rugby. Vous l'avez dit ça au gouvernement, qu'il ne fallait pas aller sur la taxation des aéroports? Oui, je l'ai dit très clairement. Quel retour et vous avez que ce serait une injustice totale, d'autant que le gouvernement a vendu 60% de ses participations à des actionnaires privés il y a à peine quelques années de cela pour en tirer des profits, et qu'il veut dire à ceux à qui il les a vendus pour en tirer des profits, maintenant en plus on veut vous surtaxer. Donc vous voyez bien que c'est pas comme ça qu'on va faire rentrer de l'argent. On va faire rentrer de l'argent en soutenant notre industrie. Le plan France 2030, par exemple, où on investit sur le nucléaire civil, où on investit sur notre souveraineté alimentaire, où on investit sur notre souveraineté en matière d'innovation. Mais ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas de taxe du tout, Christian Estrosi. Par exemple, il y a des députés, j'y viens, communistes, mais aussi modernes, qui sont membres de la majorité, qui disent qu'il faudrait une taxation exceptionnelle et temporaire au niveau européen sur le patrimoine des contribuables les plus riches. Cette idée de taxer les plus riches, est-ce que vous la retenez? Mais moi, ce que je retiens, c'est que ceux qui doivent être taxés sont ceux qui font travailler l'argent.
C'est-à-dire ? D'accord ? Pas ceux qui créent de la richesse et de l'emploi. Pour moi, quelqu'un qui réinvestit en permanence pour développer un outil de travail, créer de l'emploi et faire tourner l'économie et donc la cohésion économique et sociale, celui-là ne doit pas être considéré comme celui qui a un pactole et qui se dit je fais des placements en bourse, je fais du placement patrimonial, je fais de la spéculation foncière, je fais ceci et cela. Celui-là, oui, mais celui qui crée de la richesse et de l'emploi au service de l'économie de notre pays pour ramener du PIB dans notre pays, non, c'est bien pour cela que je suis d'accord sur les super profits pour une catégorie, mais qu'on ne mette pas tout le monde sur un même pied d'égalité. Il y a ceux qui produisent de la richesse et ceux qui n'en produisent que pour eux. Sur les questions de transport et d'écologie, il y a aussi ces projets de RER métropolitain. Le chef de l'État disait là dimanche, on va sortir 700 millions d'euros pour 13 projets de RER. Il y a aussi la question du pass-rail. Est-ce qu'il faut aller vers cet abonnement à 49 euros par mois pour pouvoir utiliser tous les transports ? De votre point de vue, que faut-il faire en matière de transport ? Est-ce que par exemple, il faut aller vers ces RER métropolitains et est-ce que c'est à l'État de le payer ? D'abord, la dénomination RER, est-ce que c'est... aujourd'hui, vous avez des TER, vous avez des RER, vous avez des tramways, vous avez des métros. Je dirais, moi, les transports en commun en site propre. Donc, naturellement, je remercie le gouvernement et je salue la volonté du président de la République de veiller à ce que nous puissions être accompagnés. J'ai personnellement 2 lignes de transport par tramway de plus en projet. J'ai effectivement une réflexion qui est engagée avec la principauté de Monaco pour aller directement de l'aéroport et jusqu'à la principauté de Monaco par une sorte de RER métropolitain et que nous puissions être retenus sur ce plan et financés, là où jusqu'à présent ce sont des emprunts et désormais à des taux d'intérêt beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient il y a quelques années et qui naturellement grossissent systématiquement la dette, même si c'est de la dette qui est saine parce que c'est de l'investissement durable pour 30 à 40 ans et que ce sont les générations futures qui en profiteront autant que les générations actuelles. Oui, c'est une chose importante aujourd'hui parce que nous savons qu'en matière de transition écologique, si on veut faire baisser notre empreinte carbone, nous, on est sur une trajectoire où on devrait arriver à moins 25% en 2026, moins 50% en 2030 pour être sur la trajectoire zéro carbone en 2050. Mais ce sont des investissements lourds sur le verdissement, donc, sur la végétalisation, sur la perméabilisation, sur les isolations thermiques et sur les mobilités. C'est pas un sujet qui permettra de gagner la bataille, c'est tous ces sujets et la mobilité, notamment par les transports en commun, compte naturellement peut-être plus que d'autres. Ce que vous dites là, bien sûr, ça compte aussi sur la trajectoire des finances publiques. Il se trouve que ce soir, l'Assemblée nationale examine la loi de programmation des finances publiques. Si on résume ce qu'explique le gouvernement, c'est que cette loi, elle conditionne à la fois le versement des aides européennes et puis l'image que l'on renvoie aux investisseurs, à tous ceux aussi qui peuvent contribuer au financement de la France et de son budget. Est-ce que pour vous, le gouvernement doit assumer d'aller au 49.3 dès ce soir pour se prémunir de toute abstention, vote contre des Républicains, puisque le partenaire naturel, ça peut être les Républicains, mais qu'on n'est pas sûr qu'ils soient au rendez-vous ? Je dis que, moi, vous savez, je suis d'abord favorable à toutes les coalitions intelligentes qui permettront d'éviter de passer par le 49.3. Donc, chaque fois que le gouvernement aura ou pensera avoir une possibilité d'ouverture en allant le plus loin possible dans le dialogue, qui permette de réunir une majorité intelligente. Moi, je crois que l'avenir doit se jouer avec un bloc central où j'appelle à la raison et à la sagesse tous ceux qui veulent de la croissance pour notre pays. On n'est pas là pour dire on veut l'échec du mandat de M. Macron. L'appel à la raison et à la sagesse, c'est pour les Républicains ou c'est aussi au gouvernement que vous le dites ? Non, je le dis au gouvernement, mais le gouvernement a toujours veillé, et je veux le saluer, je suis le vice-président d'Édouard Philippe, et donc nous sommes membres de la majorité présidentielle, et nous sommes de ceux qui considérons que dans ce bloc central, parler aux Républicains,
parler à tous ceux qui se retrouvent dans le centre, entre le centre gauche, le centre droit et une droite souverainiste, libérale et sociale, doit nous permettre de continuer à trouver parler la raison et d'éviter de passer par le 49.3. Si in fine, on n'y arrive pas, il faut passer par le 49.3. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été l'invité de LCI ce matin. On a entendu donc votre appel. Continuez à dialoguer pour espérer travailler ensemble.